Monsieur le médecin général inspecteur, directeur adjoint du service santé des armées, monsieur le député maire, monsieur le général représentant le chef d'état-major de l'armée de terre, monsieur le général de corps d'armée, gouverneur militaire de Paris, monsieur le médecin général des armées, inspecteur général du service de santé des armées, monsieur le contrôleur général des armées, monsieur le professeur représentant le président de l'Académie nationale de chirurgie, monsieur le président de l'Académie nationale vétérinaire, monsieur le professeur représentant le président de la conférence des doyens, monsieur le président de la Fédération des spécialités médicales, monsieur le médecin général de brigade, directeur général de la santé militaire tunisienne, qui nous fait l'amitié et le privilège d'être parmi nous ce soir, messieurs les doyens, messieurs les membres des académies de médecine et de chirurgie, mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les professeurs, mes chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir le professeur François Pons, titulaire de la chaire de chirurgie appliquée aux armées. La leçon qu'il prononcera dans quelques instants portera sur les faits et concepts nouveaux en chirurgie de guerre. Si le terme de chirurgie de guerre a été prononcé pour la première fois en 1903, son origine est bien plus ancienne. Au Moyen Âge, Guy de Chauliac propose déjà une première tentative de codification du traitement des plaies de guerre, mais c'est surtout Ambroise Paré, au XVIe siècle, qui est sans conteste le père de la chirurgie d'armée, à laquelle il a apporté des avancées techniques majeures, comme la ligature artérielle à la place de la cautérisation dans les amputations et en prônant des techniques plus humaines pour ces valeureux soldats. Il faudra attendre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe pour voir s'organiser la chirurgie de guerre. Ainsi, Louis XIV, en 1674, ouvre un grand hôpital d'une capacité de 1600 lits. Ce sera l'hôpital royal des Invalides. Et il crée, le 7 juillet 1708 par ordonnance, l'Office des chirurgiens et médecins des armées du roi. Il va faire mieux encore pour ces soldats blessés en y fondant une école d'anatomie et de médecine opératoire qui sera la première école de chirurgie à l'usage des jeunes chirurgiens tenus obligatoirement d'y assister pour s'entretenir et se fortifier dans l'exercice de l'art et pour y former des élèves qui puissent devenir utiles. Par la suite, sont créés en 1775 des hôpitaux amphithéâtres à Strasbourg, Metz et Lille pour qu'un véritable enseignement de la chirurgie soit mis en pratique, suivi en 1781 par les centres de Brest et Toulon pour la flotte, tandis qu'apparaît dans le programme un enseignement sur les plaies d'armes à feu. Des noms sont restés particulièrement célèbres, parmi lesquels on trouve François de la Péronie, premier président de la Société royale de chirurgie, ancêtre de l'actuelle Académie de chirurgie, et Pichot de la Martinière, son successeur. C'est donc en 1781 que remonte l'enseignement officiel de la chirurgie de guerre dans les écoles du service de santé des armées, qui permet de fournir aux armées royales un corps de chirurgiens très nettement supérieur à ceux des armées étrangères. Après le chaos de la Révolution, tout sera à refaire. En 1793, le monastère du Val-de-Grâce devient un hôpital militaire par décret de la Convention et en 1850, l'école d'application du Val-de-Grâce est créée, dont la mission est de former les chirurgiens de guerre des générations à venir, mission qui se poursuit encore aujourd'hui. D'illustres chirurgiens se sont distingués entre-temps sur les champs de bataille de l'épopée napoléonienne, Dominique Larrey, Percy, Bégin, qui recréent une véritable chirurgie d'urgence, relevant et opérant les blessés au cœur même de la bataille. La fin du XIXe siècle sera l'époque de progrès décisifs en matière de chirurgie, autorisée par l'apparition de l'anesthésie grâce à Wells et par la découverte des micro-organismes et de la sepsie par Pasteur et Lister. La guerre de 1914 marque un tournant décisif avec la création des hôpitaux de campagne, du ramassage par ambulance de l'avant et par l'apparition du triage en 1915 qui va jouer le rôle prépondérant que l'on sait dans les conflits modernes. Par le ramassage des blessés, le raccourcissement des délais de traitement, le dogme de la laparotomie en urgence et l'organisation du triage chirurgical, on entre dans l'ère moderne de la chirurgie de guerre, bien spécifique et aux impératifs extrêmement précis.
La chirurgie de guerre est en effet différente de celle du temps de paix. Chirurgie d'urgence par définition, tributaire d'un environnement technique limité, elle peut être une chirurgie de masse dans certaines situations, elle est tributaire des phases antérieures de traitement et n'est qu'un des maillons de la chaîne de traitement. C'est une chirurgie en échelons successifs et le chirurgien de guerre sait qu'il ne pourra pas suivre le traitement de son blessé de bout en bout. C'est une chirurgie différente par la qualité et la complexité des blessures, comme ne cessent de nous le rappeler les blessés provenant du théâtre afghan, victimes d'engins explosifs improvisés. C'est une chirurgie différente par ses techniques propres qui privilégient la sécurité. Et enfin, c'est une chirurgie dont le champ d'action s'étend aux situations d'exception que sont les guerres civiles, les attentats en milieu urbain et les catastrophes naturelles. À l'heure où la chirurgie générale disparaît au profit de l'hyperspécialisation et où la robotique et les technologies les plus sophistiquées envahissent les blocs opératoires, il appartient à la chaire de chirurgie appliquée aux armées, qui plus que jamais trouve ici sa légitimité, de promouvoir et de poursuivre cet enseignement de chirurgie de guerre, chirurgie générale d'urgence en situation d'exception par excellence, et dont elle sera bientôt l'unique dépositaire. À la création de l'école du Val-de-Grâce, en 1850, il y avait 3 chaires de chirurgie, l'anatomie, la clinique chirurgicale et la médecine opératoire. Au gré des évolutions du service, celles-ci ne cesseront d'évoluer en nombre et en appellation jusqu'à nos jours. Ainsi, de grands noms s'illustreront à la tête des différentes écoles d'application jusqu'à l'ouverture d'une école unique en 1993, puis la création de l'école du Val-de-Grâce en 2005. Citons Hippolyte Larrey, qui fut le premier titulaire, mais aussi Le Guest, Delorme, qui réalise la première décortication pulmonaire, Rouvillois, dont cet amphithéâtre porte le nom, mais aussi Fontan, premier titulaire de la chaire de l'école d'application du service de santé de la Marine, à qui l'on doit la première opération avec succès d'une plaie du ventricule gauche en 1901. Rigolet devient, lui, le premier titulaire de la chaire d'anatomie chirurgicale et de médecine opératoire à l'école d'application du service de santé des troupes coloniales en 1907 au Pharo. Dans la période la plus récente, je voudrais souligner l'apport de quelques-uns qui ont profondément marqué et formé des générations de chirurgiens militaires, dont l'actuel titulaire. Daniel Rignot, qui succède en 1978 à Jean-Pierre Thomas à la chaire. Reçu à l'agrégation en 1970, il va faire de la clinique de chirurgie viscérale et vasculaire de l'hôpital Bégin un centre de référence fréquenté par des chirurgiens français et étrangers, civils et militaires. On lui doit la participation à la création en France du certificat de médecine de catastrophe et de nombreux travaux précurseurs sur les sutures automatiques. Très tourné vers l'étranger, et plus particulièrement les États-Unis, où il occupera un poste d'enseignant au département de chirurgie de l'école du service de santé militaire américain à Bethesda à son départ du service actif. Il connaît très rapidement la notoriété. Chirurgien très habile et élégant, communicatif, il est intransigeant sur les principes et se révèle un véritable chef d'école. Jean-Louis Paillet, présent aujourd'hui et que nous saluons très chaleureusement, lui succède en 1985. Adjoint de Daniel Rignot dans un premier temps, agrégé de chirurgie de guerre en 1978, il devient chef de la clinique chirurgicale du Val-de-Grâce en 1981. Véritable virtuose opératoire, il devient un des leaders de la chirurgie militaire. Son service, très recherché par les plus jeunes, devient rapidement un haut lieu de la chirurgie digestive et vasculaire, où les plus résistants comprennent vite ce qu'est une activité incessante. Peu avare de son temps, sa production chirurgicale et son enseignement sont à l'image de l'homme, hors du commun. Homme de caractère, s'embarrassant rarement de formules pour défendre son point de vue, il cache une courtoisie et une bonté dont témoigne une disponibilité qui confirme à l'esclavage. Enfin, je terminerai par son élève, René Jancovici, qui sera élu titulaire de la chaire en 1999 et qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. En 2002, il prononçait ici même sa leçon inaugurale sur les plaies thoraciques de guerre et le médecin général inspecteur Daly, qui n'a pas pu être des nôtres malheureusement ce soir, alors directeur de l'école, parlait de lui en ces termes. Personnalité élégante, attachante, suscitant l'amitié, patron charismatique, grand communicant au meilleur sens du terme.
Très tôt initié à la chirurgie de guerre et à la chirurgie en situation précaire, il mettra toute son énergie et son savoir-faire au service de l'hôpital Percy qui vient d'ouvrir pour en faire une référence dans la prise en charge des urgences traumatologiques. Chirurgien émérite, enseignant passionné, il développe une intense activité, tant en chirurgie thoracique qu'en chirurgie digestive, ardent défenseur de la chirurgie générale et de la nécessaire polyvalence de nos chirurgiens militaires. Le professeur François Pons, qui prend ses fonctions en 2006, s'inscrit dans l'excellence des titulaires qui l'ont précédé. Dans quelques instants, il vous décrira un parcours particulièrement riche. Issu d'une famille de médecins et de militaires, il intègre naturellement l'école du service santé des armées de Bordeaux en 1972, rêvant déjà d'Afrique et d'outre-mer. Vous comprendrez ainsi pourquoi, à l'issue de son stage d'application, il choisira de servir, au titre de la coopération, en poste isolé sur le continent africain. Dans un premier temps, il voulait être médecin et préparer l'assistanat de médecine. Mais les circonstances en ont décidé autrement. Reçu au concours du chirurgicat des hôpitaux des armées en 1989, puis à l'agrégation en 1997, il participe à l'ouverture de l'hôpital Percy et à la création d'un véritable centre de traumatologie, d'abord comme adjoint du professeur René Jancovici, puis comme chef du service de chirurgie thoracique et viscérale à compter de 2007. Parallèlement, son engagement opérationnel est total. Chef de la 14e antenne chirurgicale parachutiste pendant de nombreuses années, il va participer pratiquement à toutes les opérations extérieures où le service est engagé. Le Golfe, l'Afrique, le Kosovo, la Bosnie, l'Afghanistan, et se verra attribuer la croix de la valeur militaire avec citation à l'ordre de la division pour son action remarquable au Rwanda au cours de l'opération turquoise en 1994. Enseignant convaincu et passionné, tant au niveau universitaire qu'institutionnel, il est à l'origine de plus de 350 communications et publications nationales et internationales. Homme de devoir, travailleur infatigable, exigeant avec les autres comme avec lui-même, défenseur de l'enseignement de la chirurgie polyvalente d'urgence, il a mis toute son énergie dans la création et l'organisation du cours avancé de chirurgie en missions extérieures qui connaît un véritable succès et est le garant de la formation de nos futurs chirurgiens de guerre. Le sujet qu'il va vous traiter ce soir montre combien est grande la préoccupation du service de fournir aux combattants les meilleurs soins possibles au plus près du lieu de leur blessure, conformément aux progrès et avancées de la médecine. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Mon général, je vous remercie, ainsi que le médecin général inspecteur Touze, de m'avoir choisi pour prononcer aujourd'hui cette leçon inaugurale et d'avoir cette année distingué la chaire de chirurgie. C'est un grand honneur de prononcer cette leçon dans cet amphithéâtre de tradition et service santé et devant un tel auditoire. Et je voudrais saluer respectueusement les autorités militaires, les personnalités civiles et tous ceux qui honorent de leur présence cette soirée. Mais c'est un honneur redoutable, car il nous contraint à l'exercice tout à fait inhabituel de nos jours d'une véritable leçon magistrale, sans le recours à l'image qu'affectionnent souvent les chirurgiens. La deuxième difficulté est qu'il est de coutume de débuter par une présentation de soi-même. Il n'est pas facile de parler de soi, et encore moins de le faire après le directeur, et je te remercie, mon général, pour les paroles que tu viens de prononcer. Je vais donc, avant d'aborder les nouveautés en chirurgie de guerre, tenter de présenter quelques temps de ma vie et de ma carrière. Respectant les traditions, je m'adresserai désormais aux élèves de l'école du Val-de-Grâce. Mesdames et messieurs les internes des hôpitaux des armées. Je suis né en Allemagne, mais mes origines sont dans le sud de la France, et tout particulièrement à Lamalou-les-Bains, petite ville de la vallée de l'Orbe, au nord de l'Hérault, possédant d'ailleurs jusqu'il y a quelques années un hôpital thermal des armées. Le milieu familial fut particulièrement déterminant. Un de mes grands-pères était officier, l'autre médecin, mon père était médecin militaire et ma mère médecin. Parmi mes souvenirs d'enfance, il y a le cabinet de mon grand-père, médecin de campagne, installé dans la maison familiale, de sa salle d'attente, de ce qu'il appelait son laboratoire dans lequel on trouvait une paillasse, des instruments de chirurgie, des tubes à essai, des forceps, témoins d'une polyvalence aujourd'hui passée. Mes souvenirs, ce sont aussi des hélicoptères et des convois militaires en Algérie, et mon père revenant d'opération avec ses convois. J'ai donc écouté l'appel de mes gènes. Cependant, mes gènes militaires se sont exprimés plus précocement que mes gènes médicaux, et j'ai d'abord voulu être saint-cyrien. J'ai intégré dans cette idée le Prytanée militaire de la Flèche. Il y était d'usage fréquent de passer le concours de recrutement des écoles du service santé, excellent entraînement au baccalauréat.
Reçu au bac, admis en classe préparatoire à Saint-Cyr, je quittais le Prytanée pour un voyage itinérant dans le sud de l'Allemagne. Un destin peut finalement se jouer sur très peu de choses. Si, pour économiser quelques marques, je n'avais pas tenté de frauder la rigoureuse organisation des auberges jeunesse germaniques en esquivant la location d'un sac de couchage, je n'aurais pas attiré les foudres du gardien de l'auberge et ne m'aurais probablement pas remis une lettre adressée par mon père, un peu au hasard, à certaines auberges où je devais peut-être séjourner. Il m'y informait que j'étais admis à l'oral et, non sans hésitation, j'interrompis mon périple pour revenir passer cette épreuve. Je fus reçu et, après quelques longues réflexions, je choisis le service de santé et renonçai à Saint-Cyr. De nombreuses années plus tard, en lisant les mémoires de mon grand-père, je découvris que son rêve, interrompu par la guerre de 14-18, aurait été d'être Saint-Cyrien. Ce rêve fut quand même réalisé plus tard par un de mes frères et tout récemment par un de mes neveux. J'intégrai l'école de Bordeaux, apportant quand même une petite touche d'originalité puisque mon père était issu de l'école de Lyon. Notre famille est en somme assez œcuménique dans le service de santé. Mon grand-père termina sa carrière comme officier d'administration du service de santé. Mon fils et ma belle-fille ont intégré depuis cette même école de Lyon. Mon père, lyonnais, a eu le privilège de faire partie des parrains de la promotion 1994 de l'école de Bordeaux, promotion baptisée médecin de Dien Bien Phu, car il fut en 1954 sur le point d'appui Isabelle, un des médecins de ce camp retranché. Si l'un de mes petits-enfants souhaitait devenir médecin militaire, je me demandais quelle école y intégrerait. La question ne se pose plus et j'aurai ce soir une pensée particulière pour notre école de santé navale, après avoir assisté en avril au très émouvant baptême de la dernière promotion de cette école plus que centenaire qui s'éteindra prochainement. De mon séjour à Bordeaux, j'avoue ne pas pouvoir dire que j'y fus marqué par tel ou tel maître de la faculté, conséquence peut-être d'une assiduité insuffisante. J'en retiendrai surtout les amitiés toujours vivaces établies à l'école, de nombreux souvenirs sportifs et la rencontre de celle qui devint ma femme. Un souvenir reste cependant marquant. La liste des postes proposés à nos anciens au concours de sortie du Pharo, liste affichée sous le porche du 147 cours de la Marne lorsque j'étais en première année. Près d'une centaine de postes répartis en Afrique, en Océanie et même en Asie nous ont fait rêver. Et parmi eux, 2 ont particulièrement frappé mon imagination, médecin de la garde nomade du Tchad et médecin itinérant de l'archipel des Tuamotu-Gambier en Polynésie française. 7 années plus tard, poursuivant ces rêves, je choisis naturellement ce que l'on appelait alors l'armée de terre option outre-mer. Et je quittais l'école avec 2 projets, servir en Afrique et revenir ensuite passer l'assignat de médecine. Oui, de médecine, car les médecins de ma famille me répétaient ce proverbe bien connu, que je me permets de citer en sollicitant l'indulgence de mon ami Jean-Éric Pontiès. Si ton fils est intelligent, fais-en un médecin. S'il est adroit, fais-en un chirurgien. S'il n'est ni adroit ni intelligent, fais-en un obstétricien. Je n'étais pas sûr d'être adroit et j'espérais être assez intelligent pour être médecin. L'école d'application se terminait à Marseille. Et ce stage au Pharo fut, si ce n'est une révélation, tout au moins la confirmation de mon choix de carrière. Nous y avons bénéficié d'un enseignement très pragmatique, par des maîtres qui nous faisaient partager leur riche expérience tropicale et savaient parfaitement transmettre des messages pratiques adaptés à des conditions rustiques aux jeunes médecins imbibés de connaissances théoriques pour pays riches que nous étions. Cet enseignement demeure pour moi un modèle et le manuel des agrégés du Pharo destiné aux médecins en poste isolé une référence. À l'issue, je choisis le poste de médecin-chef du centre médical de Ndjolé, petite préfecture du Gabon, dans la province du Moyen-Ogooué. Je ne voulais pas être chirurgien, mais je souhaitais servir dans un poste isolé, avec une activité chirurgicale, pour vivre une expérience assez proche de celle qu'avaient connue nos anciens du service de santé des troupes coloniales. Mon choix fut aussi orienté par les films que nous avait montrés le médecin général inspecteur Bourrel sur son premier poste à Lambaréné. Lambaréné est justement la capitale de la province du Moyen-Ogooué. C'est bien sûr la ville de l'hôpital Schweitzer, mais, on le sait généralement moins, aussi celle d'un hôpital provincial où, depuis le début du XXe siècle, des médecins militaires français s'étaient succédés sans le retentissement médiatique du grand docteur. Le premier poste est toujours inoubliable. Il fut pour moi déterminant. J'y découvris l'Afrique et la chirurgie et j'appris à m'y connaître. Je fus immergé à 25 ans, à l'orée de la forêt équatoriale, comme seul médecin d'un département et d'un hôpital de 80 lits. J'assurais la médecine, la chirurgie, l'obstétrique, les séances de vaccination dans les dispensaires et l'administration, en collaboration ou en opposition avec le préfet. J'ai trouvé dans le contact avec les patients, le personnel de l'hôpital et la population de très grandes satisfactions. Des séances de rire comme les Africains en ont le secret et parfois aussi quelques grandes irritations. Ce fut une expérience très forte permettant de mesurer ses forces et ses faiblesses. J'avais pris alors la ferme résolution de ne pas faire plus d'une colère par mois. Ceux qui me connaissent jugeront si j'ai réussi à tenir cet objectif ambitieux. Je disposais aussi d'un bloc opératoire et j'ai dû par nécessité faire mes premiers pas en chirurgie et en anesthésie, puisque nous avions ce privilège difficile, mais parfois regretté aujourd'hui, d'être responsable aussi de nos anesthésies.
J'ai découvert le plaisir très concret et parfois les angoisses du geste chirurgical dont le résultat, bon ou mauvais, est rapidement connu et dont on assume l'entière responsabilité. J'ai aussi ressenti, sans bien l'identifier à l'époque, cette étrange sensation de manque que l'on ressent les jours où l'on ne va pas au bloc opératoire. Après 2 années passionnantes, je rentrais prendre les fonctions de médecin-chef d'un régiment à Metz. J'ai apprécié de côtoyer les militaires des forces et je demeure persuadé que ce passage dans un corps de troupes est un temps précieux pour bien connaître la communauté militaire au service de laquelle nous travaillons. Ma résolution de passer un concours hospitalier demeurait, mais malgré les satisfactions que j'avais eues au bloc, je maintenais mon projet initial et je commençais à préparer l'assistanat de médecine. Le destin ou le hasard ont encore eu leur place et je changeais quelques mois plus tard pour l'assistanat de chirurgie, poussé tout à la fois par le peu d'enthousiasme pour leur métier de ceux qui me préparaient pour la médecine, par cette étrange sensation de manque qui persistait et par l'accueil très chaleureux du médecin général Vanin, chef du service de chirurgie de l'hôpital de Guest, qui accepta de débuter ma préparation au pied levé. Nommé assistant de chirurgie dans les hôpitaux militaires parisiens, j'ai eu le privilège de bénéficier de l'enseignement de maîtres prestigieux. En chirurgie orthopédique, le professeur Casanova, dont nous admirions la précision et l'apparente facilité, et parmi ses adjoints, le professeur Willems, pédagogue hors pair, qui nous donnait l'impression que nous pouvions, dès la première année, réaliser seuls les interventions les plus compliquées. Le professeur Jean-Louis Paillet fut un maître impressionnant par l'élégance et l'efficacité du geste. Je retiendrai de lui cette phrase : « En chirurgie, ce qui est beau est souvent bien », qui nous incitait à tenter d'imiter sa technique de dissection. Je ne sais si j'ai réussi à avoir la même qualité de geste, mais j'aurais au moins gardé de son enseignement une seule position de la table au bloc opératoire, au plus bas, ce qui n'est pas sans inconvénient pour les assistants ou internes de chirurgie un peu trop grands. Il nous a également enseigné une relation très personnalisée avec le patient, une prise en charge globale qui s'accommode mal des récupérations et autres temps partiels. Un patient que l'on a opéré est un patient que l'on continue à prendre en charge, quelle que soit l'heure, le jour ou l'ancienneté du geste chirurgical initial. J'aurai ce soir une pensée pour le professeur Daniel Rignaud. Il fut un de mes patrons en chirurgie viscérale, mais surtout, quelques années plus tard, il fut mon mentor en m'introduisant dans le milieu des chirurgiens militaires américains qu'il connaissait bien et en me guidant avec beaucoup de bienveillance lors de stages à Washington et à San Antonio. Notre formation était résolument généraliste et j'évoquerai le professeur Maric, qui me donna des éléments de gynécologie et d'obstétrique, le professeur Timbal, dont je salue la mémoire, et le docteur Auberger, qui m'a appris à servir la messe de l'adénomectomie prostatique. Cette période de formation fut interrompue en 3e année par une affectation d'1 an comme chirurgien des sites du Centre d'expérimentation du Pacifique en Polynésie française. Je réalisais ainsi partiellement un des rêves de la liste, puisque sans parcourir tous les atolls des Tuamotu-Gambier, je fus chirurgien sur 2 d'entre eux, Ao et Mururoa. Dans l'évocation de mes maîtres, je mentionnerai bien sûr tout particulièrement René Jancovici. Nos relations sont anciennes. Et le fœtus que j'étais se souvient très bien de sa voix très caractéristique, s'élevant d'un groupe d'anciens, nous accueillant amicalement à l'école sur les escaliers du cercle des élèves. Plus tard, je le vis arriver à Metz comme jeune adjoint et il me dirigea avec beaucoup de disponibilité et d'efficacité dans ma préparation à l'assistanat. À la fin de ces années d'assistanat, je choisis d'être le premier assistant dans le jeune service de chirurgie thoracique du Val-de-Grâce, dont il venait d'être nommé chef, et j'y restai une fois nommé chirurgien des hôpitaux. Je l'accompagnai lors de la migration du service vers le nouvel hôpital Percy et je fus son adjoint pendant près de 20 ans. Mon cher René, je voudrais ce soir te remercier pour ton enseignement, pour cette longue association et pour le service que tu as développé avant de me le transmettre, et dans lequel je t'ai non pas remplacé mais succédé, en sachant que tu restes inimitable dans certains domaines, tout particulièrement celui des qualités relationnelles. Je voudrais aussi remercier ceux qui ont contribué à m'apprendre la chirurgie thoracique en m'accueillant dans leur service à l'hôpital Avicenne, le professeur de Saint-Florent, aujourd'hui disparu, et le professeur Jacques Azorin, qui m'a en outre associé il y a 20 ans à la création d'un groupe dynamique de chirurgiens thoraciques, le groupe Thorax. Une fois achevée la formation initiale, une carrière se répartit en 3 fonctions étroitement mêlées, l'activité hospitalière, les missions extérieures et l'enseignement. L'activité hospitalière est le fil rouge de cette carrière. Nous avons été parmi les précurseurs de la chirurgie thoracique vidéo-assistée. Nous avons pu, en collaboration étroite avec le service de pneumologie de Pierre Lair, puis de Fabien Vélé et Jacques Margerie, maintenir une activité de chirurgie thoracique, en particulier carcinologique, conforme aux standards exigés. Et nous avons également développé la chirurgie viscérale. Cette activité de chirurgie réglée, thoracique ou viscérale, carcinologique ou non, est tout à fait indispensable pour entretenir les compétences des chirurgiens et pour l'équilibre de nos hôpitaux. Mais elle doit s'associer à une activité de chirurgie d'urgence, traumatologique ou non, qui est aussi indispensable pour la formation d'un chirurgien des armées. Le transfert du service du Val-de-Grâce vers le nouvel hôpital Percy fut une période passionnante, où grâce à un plateau technique complet et des équipes très motivées dans toutes les spécialités chirurgicales, sans oublier les anesthésistes réanimateurs et les radiologues, nous avions pu particulièrement développer cette activité d'urgence.
Nous nous efforçons depuis de défendre la spécificité de cet hôpital pour la prise en charge des polytraumatisés et des blessés graves rapatriés d'opérations extérieures. L'activité hospitalière, c'est aussi la vie dans le service. Je voudrais saluer tout le personnel du service, représenté par Christelle Demange, et les chirurgiens travaillant à mes côtés, Olivier Chapuis, avant qu'il ne parte pour le Val-de-Grâce, Jean-Philippe Arrigon, Anne Bouix, Federico González, Nicolas Mosselin, Guillaume Bauder, sans oublier le professeur François Laborde, réserviste très actif, qui nous stimule sur l'utilisation de la circulation extracorporelle et pour le développement de la télémédecine. Et je n'oublierai pas David Gabou, assistant chef de clinique gabonais, qui tous les jours assure ainsi le lien avec mes premières années. Les missions extérieures sont la justification de notre spécificité de chirurgien militaire. J'ai pu participer à quelques-unes des interventions de la France, de la guerre du Golfe à l'Afghanistan, en passant par l'Afrique et les Balkans. Chaque mission est différente par le contexte, les équipes qui nous accompagnent, le type de patients que l'on traite, les unités que l'on côtoie, les chefs qui nous dirigent. Parmi ces chefs, je voudrais saluer respectueusement le général de corps d'armée Lafourcade, qui commandait l'opération turquoise au Rwanda et qui avait établi avec l'antenne chirurgicale des relations particulièrement chaleureuses. J'ai eu le privilège de diriger la 14e antenne chirurgicale parachutiste pendant plus de 4 ans, et ceci est à mon sens la concrétisation de notre métier de chirurgien militaire, alliant un temps de commandement et une activité technique opérationnelle de chirurgien au profit des forces et des populations. Avec une équipe bien rodée, j'ai participé à plusieurs missions, dont certaines au Tchad, où, bien qu'il ait quitté N'Djamena de peu de temps auparavant, j'ai pu y bénéficier des conseils du médecin général Claude Dumurgier, qui, au Tchad, comme au Cambodge, où je l'ai retrouvé plus tard, est une référence, comme il l'est aussi pour beaucoup de chirurgiens militaires français. À N'Djamena, j'ai eu aussi l'occasion de soigner quelques gendarmes de la garde nomade, rejoignant un peu le deuxième poste qui m'avait fait rêver. La composition du trio de médecins d'une antenne chirurgicale est fondamentale. La qualité de leur relation fait la solidité et l'efficacité de cette antenne, en particulier en situation difficile. Pour moi, les 2 autres membres du trio furent Christophe Duperron, dont j'ai coutume de dire qu'il est mon anesthésiste préféré, et Sylvain Rigal, que je considère comme mon alter ego orthopédiste. Notre amitié personnelle et notre complicité professionnelle sans faille ont été forgées par des origines très proches dans le Midi, de nombreuses missions communes en antenne et hors antenne, et par des conceptions totalement partagées sur notre métier dans ces 2 versions complémentaires du chirurgien viscéraliste et du chirurgien orthopédiste. L'enseignement est le 3e volet de mon activité. L'enseignement quotidien autour de la table au bloc opératoire est l'une des missions d'un chirurgien en milieu hospitalo-universitaire. Il s'agit d'un vrai compagnonnage, où, je le crois encore, les conseils et l'expérience du plus ancien demeurent fondamentaux et ne seront jamais totalement remplacés par l'apprentissage sur simulateur. J'ai tenté de transmettre aux jeunes chirurgiens ce que m'avaient appris mes maîtres, ainsi que mes propres expériences. Un message que j'espère avoir fait passer à certains d'entre eux est celui de la simplicité. Simplicité de l'indication, simplicité dans le choix de la technique et dans la réalisation du geste. J'espère en avoir convaincu quelques-uns que cette simplicité n'est pas celle que l'on cache avec un peu de honte, comme si elle était le signe de l'indigence intellectuelle de chirurgien qui ne serait que adroit, mais qu'au contraire, elle est celle du geste épuré que seule une pratique régulière, appuyée sur une réflexion préalable, permet d'obtenir. L'enseignement est aussi celui délivré à vous, mesdames et messieurs les internes, dans le cadre de cette école du Val-de-Grâce. Pour les futurs médecins d'unité qui sont parmi vous, l'enseignement de la prise en charge du blessé de guerre prend un relief tout particulier dans le cadre des opérations actuelles en Afghanistan. La chaire de chirurgie y participe, conjointement avec celle d'anesthésie-réanimation, dirigée par le professeur Bruno Palmier, avec lequel j'ai collaboré avec beaucoup de plaisir depuis 5 ans. Pour les futurs chirurgiens, la mise en place d'un enseignement spécifique est d'autant plus indispensable que vous êtes de plus en plus spécialisés. Cet enseignement s'inspire à la fois de l'enseignement pratique du Pharo et de cours anglo-saxons civils et militaires tentant d'établir des règles et des protocoles utilisés par tous. Il doit aussi s'appuyer sur les expériences et des cas cliniques récents rapportés de mission par différents chirurgiens. Il est important d'y associer l'enseignement des soins aux populations, car même si le contexte politique et militaire a changé, je suis persuadé que les idéaux de nos anciens demeurent et que l'aide médicale aux populations doit rester une des tâches des médecins et des chirurgiens militaires. Je bénéficie pour cet enseignement de la collaboration précieuse des agrégés de la chaire de chirurgie, dont beaucoup m'ont fait l'amitié d'être présents ce soir et que je salue et remercie, ainsi que ceux de la chaire de chirurgie spéciale. Enfin, je voudrais terminer cette évocation de ma vie en revenant au creuset familial. Tout aurait été plus difficile si l'arrière n'avait pas été solide, sans les grandes satisfactions que m'ont données et me donnent toujours mes enfants, mes beaux-enfants et mes 6 petits-enfants, et sans le soutien de mon épouse, à qui je pourrais dédier cette leçon en utilisant la même dédicace un peu laconique mais significative qui fut celle de ma thèse il y a 31 ans, à Dominique qui m'a supporté. J'ai choisi pour cette leçon de vous exposer les faits et concepts nouveaux en chirurgie de guerre. Il convient d'abord de tenter de définir la chirurgie de guerre. Le mot « guerre », dérangeant et peu correct, tend à être banni du vocabulaire usuel. Le ministère de la Guerre est depuis longtemps celui de la Défense nationale.
L'école de guerre est devenue collège interarmées de défense. Il semblerait cependant que l'ancienne appellation soit à nouveau utilisée par de hautes autorités militaires. La chaire de chirurgie de guerre, après avoir été un temps de chirurgie de l'avant, est devenue de chirurgie appliquée aux armées. Pourtant, on parle de blessés de guerre, et non de blessés de la défense, du maintien de la paix ou de blessés des armées. Et le mot « guerre » demeure pour désigner cette chirurgie. J'en veux pour preuve que si l'on fait une recherche bibliographique sur ce thème, les mots clés à taper sont bien « war » et « surgery ». Ceci montre que même si l'on s'efforce d'évacuer la guerre de nos paroles et de nos pensées, elle ne peut être totalement occultée dans ce qu'elle a de plus concret, les morts, les blessés et donc la chirurgie. On pourrait retenir que la chirurgie de guerre se définit comme une chirurgie au profit de blessés dans des contextes de conflit, combat au terrorisme essentiellement, laissant donc la possibilité de pratiquer cette chirurgie en France en temps de paix. Pour évoquer les faits et les concepts nouveaux, je voudrais envisager successivement le théâtre de ces conflits, les deux acteurs principaux et enfin les règles et les principes de cette chirurgie. Le théâtre est très variable. Je ne m'aventurerai pas ce soir à tenter une typologie des guerres, car il y a dans cette assemblée des personnes beaucoup plus compétentes dans ce domaine. Je rappellerai simplement que les conflits classiques opposant en rase campagne deux armées conventionnelles avec deux services de santé de moyens comparables sont devenus exceptionnels. Chaque conflit est différent, mais les conflits actuels sont souvent dits asymétriques ou irréguliers, souvent en milieu urbain, fréquemment associés à des actes de terrorisme et impliquent presque toujours des populations civiles. On a pu ainsi parler de Three Blocks War, ou guerre de trois blocs, voulant exprimer par là qu'une même armée en un même lieu peut avoir à mener des opérations très différentes, une action de combat dans un quartier, une opération de maintien de la paix ou d'interposition dans un autre, et une action civilo-militaire ou humanitaire dans un troisième quartier. Pour le service santé et pour l'exercice de la chirurgie de guerre, le type de conflit influe surtout par les problèmes logistiques induits, en particulier par les délais de relève et d'évacuation, et par l'implication plus ou moins importante de civils parmi les blessés. La chirurgie de guerre nécessite l'intervention de très nombreux acteurs. Sans vouloir minimiser l'action des autres, et en particulier des anesthésistes réanimateurs, je voudrais m'arrêter sur les deux acteurs minimum en quelque sorte, le blessé et le chirurgien. Le blessé, j'entends par là le blessé des troupes françaises ou des troupes alliées du monde occidental. Il est issu de la société civile dont il est le reflet. Ainsi, il est imprégné de ces concepts plus ou moins bien assimilés que véhiculent les médias et que nous retrouvons chez nos patients en métropole. Je les citerai pêle-mêle, un peu comme ils sont parfois dans l'esprit de certains. L'obligation de moyens, la montée de la judiciarisation, la notion de mise en danger de la vie d'autrui, l'obligation de résultat, la tendance à la négation de la mort, le principe de précaution, etc. Ceci est révélé en France et dans d'autres pays occidentaux par certaines affaires retransmises dans les médias et dont je citerai quelques-unes. Aux États-Unis, le scandale du Walter Reed Army Medical Center en 2007. Il s'agit du principal hôpital de l'armée de terre américaine où ont été pris en charge plus de la moitié des blessés rapatriés d'Irak et d'Afghanistan, avec une grande qualité de soins et une adaptation très réactive aux problèmes posés par ces afflux. Pourtant, la prise en charge des blessés en soins ambulatoires après leur sortie de l'hôpital s'est faite dans des conditions jugées indignes par la qualité des hôtels où ils étaient logés et a suscité une campagne de presse qui a jeté l'opprobre en quelques mois sur tout le travail du service santé. Au Royaume-Uni, un père a porté plainte après la mort de son fils, un capitaine tué en Afghanistan, estimant qu'il n'avait pas bénéficié de tous les moyens qui auraient été nécessaires. En France, nous nous souvenons des réactions de certaines familles de soldats tués dans la vallée d'Ouzbine. Ceci témoigne bien de l'évolution de l'état d'esprit des blessés, de leurs familles et des médias. La mort au combat était autrefois une mort glorieuse, comme vous pourrez le lire dans le cloître, sur la plaque de marbre évoquant le rapport de Fourcroy. Elle peut maintenant être amenée à une simple mort violente, voire à une mort suspecte. De même, les blessures au combat et leur prise en charge peuvent être l'objet d'interrogations, voire de revendications. Le deuxième acteur, le chirurgien, a lui aussi considérablement changé. Je crois très sincèrement qu'il y a beaucoup plus de différence entre un jeune chirurgien actuel et un chirurgien de ma génération qu'il y en avait entre nous et les maîtres que j'ai évoqués précédemment. Vous pourriez penser en entendant cela que je reprends l'antienne de chaque génération selon laquelle tout était tellement mieux auparavant. Il n'en est rien, car je ne pense pas que ces jeunes chirurgiens sont moins bons, et je crois même qu'ils sont meilleurs que nous l'étions dans certains domaines. En revanche, ils sont différents, car leur approche de la chirurgie est très nouvelle. Tout d'abord, ces jeunes chirurgiens sont issus de cette même société civilo-médiatique, et à ce titre imprégnés, comme leurs patients, de ces mêmes concepts de crainte de la judiciarisation, d'obligation de moyens et de résultats, de mise en danger de la vie d'autrui, de gestion du risque. En outre, leur formation se fait maintenant sous l'éclairage de l'evidence-based medicine, qui, venant du Canada par les États-Unis, s'est depuis 10 ans environ totalement implantée dans la médecine en France. Rappelons que cette EBM, que l'on traduit en français par médecine factuelle ou médecine fondée sur la preuve, incite à ne poser une indication chirurgicale ou choisir une technique
qu'après avoir cherché le niveau de preuve le plus élevé par l'étude critique de la littérature et tout particulièrement des études cliniques randomisées et contrôlées. Cette EBM est un outil pédagogique précieux et une aide à la décision, mais son utilisation dogmatique, voire intégriste, peut rencontrer deux écueils. Le premier est le risque de privilégier totalement la preuve en faisant fi de l'expérience et du sens clinique. Et l'on retrouve là l'ancien débat, la médecine est-elle un art ou une science? Le chirurgien est-il un technicien ou un artisan, voire un artiste? Le deuxième écueil est d'inhiber l'action lorsqu'il n'y a pas de niveau de preuve suffisant, par peur de ne pas être conforme aux bonnes pratiques. Or, la prise en charge des blessés graves, hémorragiques et instables se prête très mal à la réalisation d'études prospectives contrôlées avec tirage au sort. Et en ce domaine, les niveaux de preuve sont toujours peu élevés. Au plan de la formation et de la pratique quotidienne, ces jeunes chirurgiens sont maintenant poussés vers une hyperspécialisation. Les chirurgiens viscéralistes se répartissent en colorectaux et pathobiliaires endocriniens. Les chirurgiens orthopédistes se spécialisent dans le membre inférieur, le membre supérieur, la main. La chirurgie générale est appelée à disparaître et l'enseignement de la chirurgie d'urgence est peu développé. Enfin, au plan de la technique chirurgicale pure, ils sont venus à la chirurgie alors qu'existaient déjà ces techniques mini-invasives de la vidéochirurgie dont nous avons vu et hâté l'apparition. À cela se sont ajoutées toutes les techniques interventionnelles non chirurgicales d'embolisation ou d'endoprothèse et les techniques robotiques. Et pourtant, ces mêmes jeunes chirurgiens peuvent, du jour au lendemain, lorsqu'ils sont déployés en opération extérieure, être confrontés à de graves urgences traumatiques qui leur imposeront de réaliser de très grandes voies d'abord pour aborder des régions qui ne relèvent pas de leur spécialité et pour réaliser des gestes pour lesquels il y a peu de haut niveau de preuve. Le principal défi que doit relever la chaire de chirurgie de l'école du Val-de-Grâce est d'enseigner à ces jeunes chirurgiens comment pratiquer cette chirurgie invasive, parfois hors de leur spécialité, et en outre de les convaincre que ces gestes sont parfaitement licites et que c'est l'abstention qui serait répréhensible. Pour prendre un exemple, la démarche diagnostique simple, qui consistant à ouvrir un ventre pour regarder ce qu'il y a dedans, est pour un jeune chirurgien totalement inimaginable et quasiment blasphématoire si l'on ne passe pas auparavant par l'échographie, le scanner et la phase ultime de la vidéochirurgie. Et c'est bien sûr la règle actuellement en France. Pourtant, il faut le convaincre, lorsqu'il est en opération extérieure, s'il ne dispose pas de ces différents moyens, qu'il est nécessaire de revenir à ce geste simple pour ne pas mettre dans un avion une plaie colique méconnue ou une péritonite débutante. Avant d'envisager les nouveautés dans les règles et les techniques que ce jeune chirurgien devra appliquer, envisageons les faits nouveaux survenus depuis la leçon inaugurale de 2002, faite par le professeur Jancovici. Les faits majeurs sont bien sûr les conflits d'Afghanistan et d'Irak, responsables parmi les troupes américaines de près de 6 000 morts et de plus de 18 000 blessés graves. Les médecins militaires américains y ont accumulé une considérable expérience et, ce qui est très nouveau, la prise en charge de ces blessés a bénéficié d'un recueil des données dans un fichier regroupé au Centre de recherche chirurgicale de l'armée de terre américaine à San Antonio, fichier nommé Joint Theater Trauma Registry ou JTTR. En outre, la mise en place sur le terrain, en Irak et en Afghanistan, d'équipes de recherche clinique a permis d'initier un certain nombre d'études. Tout ceci a permis la production d'une très abondante littérature sur la prise en charge des blessés de guerre, les techniques utilisées, les résultats obtenus et les améliorations proposées. Cette expérience américaine doit être complétée par notre propre expérience acquise en Afghanistan. Souvenons-nous que 50 soldats français y sont morts, dont 14 depuis le début de cette année, et parmi eux 4 infirmiers. Et n'oubliez pas, même si on en parle peu, trop peu, les nombreux blessés graves qui ont été évacués et dont certains seront porteurs de lourdes séquelles. Ces expériences viennent compléter et parfois modifier celles que nous avions acquises dans les conflits d'Afrique et des Balkans. Il nous faut essayer d'en dégager un certain nombre de règles et de les appliquer ou de les adapter en fonction des moyens dont nous disposons. Pour évaluer les nouveautés dans les règles de cette chirurgie de guerre, je voudrais me référer au professeur Rignot, qui a publié il y a juste 20 ans dans Military Medicine un article dans lequel il tentait de définir les caractéristiques de la chirurgie de guerre et en particulier ce en quoi elle diffère de la chirurgie civile. Le directeur de l'école vient de vous rappeler ces 6 points. Je voudrais les reprendre et envisager ce que les conflits récents ont pu apporter comme nouveauté. Premier point, la chirurgie de guerre fait face exclusivement à l'urgence. Ceci demeure vrai. Un chirurgien militaire sur le terrain doit faire face non seulement aux urgences traumatiques provoquées par les agents de guerre, mais aussi aux autres urgences traumatiques. Parmi les 6 000 morts américains, 1 500 le sont dans des conditions qualifiées de non hostiles, et tout particulièrement les accidents de circulation. N'oubliez pas cependant que le chirurgien doit aussi être capable de prendre en charge les urgences chirurgicales non traumatiques de tout type, telles qu'une péritonite, une obstruction fébrile des voies urinaires ou une rupture de grossesse extra-utérine, voire une césarienne. Deuxième point, la chirurgie de guerre s'exerce dans des conditions dégradées tant par l'environnement que par les moyens dont on dispose. L'environnement hostile, pour des raisons de sécurité ou parfois simplement pour des raisons climatiques ou géographiques, demeure l'une des difficultés et particularités de cette chirurgie. En revanche, et je pense qu'il s'agit là d'une des grandes nouveautés de ces dernières années, les moyens dont on dispose ne sont pas inévitablement dégradés.
À l'heure actuelle, les moyens de soutien médical que la France ou certains pays offrent à leurs blessés tendent à être le plus proche possible du plateau technique dont on pourrait disposer en métropole. Ceci signifie que se déploient sur les théâtres des formations sanitaires étoffées, disposant de lourds moyens de réanimation, de produits sanguins et de moyens de diagnostic sophistiqués tels que le scanner. Nous disposons actuellement d'un scanner monobarrette à N'Djamena. Nous avons à Kaboul un scanner multibarrette très performant pour l'urgence, c'est-à-dire permettant de réaliser en quelques minutes un scanner du corps entier, ce qui constitue un apport considérable dans la tactique de prise en charge d'un polyblessé. Ajoutons que la mise en place d'un soutien médical se fait très souvent dans un contexte multinational, où les exigences peuvent être accrues par un souci non pas de compétition, mais tout au moins de comparaison ou de complémentarité avec les autres services de santé. Ceci concerne également les moyens humains. Pour pallier l'hyperspécialisation des chirurgiens que je viens d'évoquer, se pose régulièrement la question du déploiement d'une plus grande diversité de spécialistes. Les Américains disposent de neurochirurgiens, chirurgiens vasculaires, urologues, gynécologues ou autres. Pour la France, le déploiement de neurochirurgiens et d'ophtalmologues est devenu la règle en Afghanistan. Lorsque ne peuvent être déployées toutes les spécialités, le recours à des moyens de télémédecine, ou plus exactement de téléassistance, devrait maintenant être systématique. L'évolution prodigieuse des communications fait que, même lorsqu'il n'y a pas de moyens dédiés, ce qui peut encore être le cas, un chirurgien n'est plus complètement isolé et peut, par téléphone portable ou Internet, parfois dans les lieux les plus reculés de la planète, envoyer des images ou prendre un avis. La téléchirurgie, différente de la téléassistance, est un acte chirurgical réalisé par un chirurgien à distance du blessé et elle a pu séduire. Elle est techniquement possible, comme l'a démontré l'opération Lindbergh en 2001, permettant que l'ablation d'une vésicule soit faite depuis les États-Unis par un chirurgien français, le professeur Maresco, sur une patiente dans un bloc opératoire à Strasbourg. Remarquons cependant que l'inverse, un patient américain opéré depuis la France, n'a jamais été réalisé. Des projections futuristes ont pu imaginer des blessés relevés et évacués par des drones porteurs pour être transportés près des combats dans des camions blocs opératoires où ils sont opérés par des robots commandés à distance par des chirurgiens situés plus loin à l'arrière. N'oublions pas cependant qu'en matière d'urgence traumatique, le geste de contrôle d'une hémorragie dans un abdomen ou un thorax rempli de sang doit se faire en quelques secondes, souvent au jugé et au palpé sans vision réelle. La transmission de ces sensations ou la réalisation de ce geste par un robot semble encore bien difficile. La téléchirurgie reste donc plutôt indiquée dans le cadre d'interventions réglées et de précision et a donc pour l'instant peu de place en chirurgie d'urgence et donc en chirurgie de guerre. Retenez que désormais, la chirurgie de guerre ne doit pas être systématiquement considérée comme une chirurgie en conditions dégradées. Le chirurgien doit veiller avec réalisme à la qualité du matériel et des moyens dont il dispose. Il ne faut pas cependant verser dans l'angélisme et tomber dans le piège insidieux que se sont tendues certaines nations en promettant, quelles que soient les circonstances, un soutien sanitaire identique à celui de la métropole. Il faut toujours garder à l'esprit que la situation locale peut devenir dégradée, comme par exemple lors du soutien d'une petite opération dans des contrées éloignées. Le chirurgien militaire et tous les personnels du service santé doivent rester prêts à s'adapter à ces conditions. Cependant, l'effort de formation et de remise en question que cela implique est beaucoup plus important qu'auparavant pour des personnels habitués à l'hypersophistication de nos hôpitaux et quotidiennement soumis à la gestion des risques et à la quête parfois obsessionnelle de la qualité. Troisième point, la chirurgie de guerre traite des lésions différentes provoquées par des agents vulnérants rarement rencontrés en pratique civile. Ces agents vulnérants sont les projectiles ou les armes explosives provoquant des associations de traumatismes pénétrants, d'écrasements, de blasts et de brûlures. L'élément mis en avant par les conflits d'Irak et d'Afghanistan est l'apparition de ce que l'on nomme communément IED, pour Improvised Explosive Device, ou en français, engin explosif improvisé, ce que l'on pourrait également traduire par bombe artisanale. Ces IED ont été en Irak et sont toujours en Afghanistan les pourvoyeurs d'un très grand nombre de blessures, mortelles ou non. En Irak, le pourcentage de soldats tués par IED a pu atteindre 60% dans les forces américaines. Plusieurs de nos soldats ont été blessés ou tués cette année par l'explosion de ces engins au passage de convoi. Un de vos jeunes anciens, un médecin des armées, a été grièvement blessé l'an passé par l'explosion d'un IED en assurant le soutien médical d'un de ces convois. Pour autant, ce concept de bombe artisanale n'est pas nouveau. Rappelons qu'à la fin du XIXe siècle, Paris a été ensanglanté par une série d'attentats qualifiés à l'époque non pas de terroristes mais d'anarchistes. Les armes utilisées, nommées machines infernales, étaient d'une certaine manière les ancêtres des IED. La nouveauté n'est pas tant dans le type d'engin explosif que dans la manière de les déclencher, en particulier lors d'un suicide, parfois réel, mais parfois moins spontané car déclenché à distance par un téléphone portable. Les lésions provoquées par ces IED ne sont pas différentes de celles observées après l'explosion d'armes collectives classiques telles que roquettes, obus ou grenades. Cependant, le type de blessure que présentent les blessés a parfois changé
en raison du développement des protections individuelles et en particulier des gilets par éclat ou par balle. Ces protections, efficaces sans être cependant inviolables, diminuent la mortalité immédiate par plaie majeure du tronc. La qualité de la relève et de l'évacuation primaire permet d'amener jusqu'au chirurgien des blessés qui autrefois seraient morts sur le terrain, mais qui présentent des lésions des membres extrêmement importantes avec des arrachements parfois multiples. Le taux d'amputation n'a pas augmenté par rapport à ce qui était observé, par exemple, au cours de la guerre du Vietnam. Mais la proportion de blessés ayant subi une amputation de plusieurs membres a nettement augmenté. Ceci est en quelque sorte la rançon de l'amélioration de la relève, et beaucoup de ces blessés nécessiteront une prise en charge prolongée des séquelles et des invalidités conséquences de ces blessures. Quatrième point, la chirurgie de guerre est parfois une chirurgie de masse pouvant imposer un triage. En cas d'afflux dépassant les possibilités d'une structure chirurgicale, il faut trier les blessés pour déterminer les priorités de traitement. Le but du triage est alors d'organiser la prise en charge pour assurer la survie du plus grand nombre. Et il impose de passer d'une morale individuelle à une morale collective. Ainsi, et c'est là la plus grande difficulté d'un vrai triage, il faut parfois prendre la décision de renoncer à traiter un blessé dont le traitement serait long et aléatoire pour donner une chance à plusieurs autres blessés dont la survie paraît plus probable. Ce principe du triage demeure inchangé, mais je signalerai un fait nouveau et je ferai une remarque. Le fait nouveau est l'abandon de notre catégorisation de triage telle que définie par l'instruction 100-101 et utilisée depuis plus de 50 ans. Beaucoup d'entre vous ont appris dans ce même amphithéâtre cette catégorisation qui distinguait extrême urgence, première, deuxième et troisième urgence et éclopée. Le rapprochement avec l'OTAN et le caractère multinational des opérations auxquelles nous participons nous conduisent à adopter une catégorisation de T1 à T4 afin d'avoir un langage commun avec la plupart des services santé de l'OTAN. L'adoption de cette nouvelle catégorisation est maintenant officielle. Elle doit s'accompagner d'un travail de réflexion sur ces catégories et elle impose la formation de tous les personnels. Ma remarque est que le type de conflit auquel nous participons n'engendre plus ces afflux massifs de blessés pouvant se prolonger pendant des jours, voire des semaines, témoins de combats de très grande intensité. Les afflux sont plus sporadiques, amenant de manière irrégulière des petits groupes de blessés et ne saturant pas, ou que pour une courte durée, les formations qui les reçoivent. Dans ces conditions, le triage est plus facile et tous les blessés doivent pouvoir être pris en charge, même si les délais sont rallongés par le nombre. Toutefois, ces très grands afflux restent toujours possibles et il importe de s'y préparer et de se poser alors quelques questions. Peut-on encore décider de ne pas traiter certains blessés, hormis des soins de compassion bien sûr, et de les ranger dans cette catégorie appelée T4, urgence dépassée, expectante ou moriturie? Cette catégorie est bien conforme à la doctrine et à l'éthique collective que je viens d'évoquer, mais est-elle toujours réaliste? Comment serait vécue au plan individuel, médiatique, voire médico-légal, une décision de ne pas traiter un blessé français parce que les moyens sont dépassés, surtout si on y oppose ce concept d'obligation de moyens? La réponse est que les circonstances exigeraient ce triage et qu'il n'existe pas dans ce cas d'autre manière d'agir. Il faut cependant garder à l'esprit que cela imposerait un travail important d'information et de communication vers les camarades de combat et plus tard vers les familles. Un article de 2001, civil et allemand, suggère l'obligation de recueillir au cours du triage un consentement éclairé. Ceci nous semble peu concevable au cours d'un afflux de blessés au combat. Et auprès de qui devrait-il être recueilli? Le blessé, sa famille, ses camarades, ses chefs? Mais la question a quand même été posée, et ceci témoigne bien de cette évolution considérable des mentalités que j'ai évoquée précédemment. Cinquième point, la chirurgie de guerre s'intègre dans une prise en charge échelonnée du blessé. La prise en charge d'un blessé est rythmée par ces échelons successifs appelés rôles dans la terminologie otanienne. La relève du blessé, ou rôle 1, l'évacuation primaire vers la première structure chirurgicale, ou rôle 2, puis parfois vers une deuxième structure chirurgicale plus importante sur le théâtre, ou rôle 3, l'évacuation secondaire vers des hôpitaux d'infrastructure hors du théâtre, ou rôle 4. Ceci demeure une caractéristique fondamentale de cette chirurgie. Et l'est plus que jamais, car les troupes occidentales ne combattent plus sur le territoire national, mais souvent très à distance de la métropole. Cette prise en charge échelonnée prend alors un relief tout particulier, étant donné les grandes élongations possibles entre ces différents échelons. Sixième et dernier point, la chirurgie de guerre utilise des techniques nouvelles ou différentes. À la lumière de ces conflits d'Irak et d'Afghanistan, y a-t-il des nouveautés dans la tactique et la technique chirurgicale qui auraient abouti à une amélioration de la prise en charge des blessés de guerre? Pour juger de la qualité de la prise en charge des blessés, il faut se référer à des indicateurs, et le plus significatif d'entre eux est la mortalité, qui peut être évaluée de plusieurs manières. L'une d'elles est le taux global de victimes au combat rapporté au nombre total de blessés de tout type. Ces chiffres peuvent être sujets à caution, en particulier si l'on tente d'établir des comparaisons entre les conflits, car les critères et surtout la qualité du recueil des données ont pu varier avec les époques.
Néanmoins, si l'on compare, comme l'a fait Holcomb, le taux de perte au combat depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au conflit d'Irak et d'Afghanistan, on constate que, pour la première fois probablement depuis qu'il existe des conflits armés, ce taux global de victimes est passé en Irak au-dessous de la barre symbolique des 10%. Cette amélioration est moins nette, moins importante en Afghanistan, théâtre plus difficile, en particulier par la géographie et le climat. Mais il demeure vrai que la mortalité au combat a diminué. Comment ce résultat a-t-il été obtenu ? Pour cela, il faut d'abord essayer de savoir de quoi et quand meurent les blessés. Un article très classique, écrit par Bellamy dans les suites de la guerre du Vietnam, avait bien démontré que parmi les morts au combat, 40 à 50% meurent dans la ou les minutes qui suivent la blessure, généralement du fait de plaies des gros vaisseaux intrathoraciques ou de grandes plaies crânio-cérébrales. Les blessés de ce type, quels que soient les progrès de la chirurgie, auront toujours très peu de chances d'être sauvés et la seule progression possible est la prévention par une amélioration des protections du combattant ou des véhicules. Moins de 10%, très peu, meurent après les premières heures et dans les jours qui suivent le geste chirurgical. Plus de 40% meurent donc dans les 2 heures qui suivent la blessure. Certains sur le terrain, ce sont les morts au combat, kill in action. D'autres, après avoir atteint une structure chirurgicale, ils sont alors dits morts de leur blessure ou died of wounds. C'est donc bien pendant ces 2 premières heures qu'une diminution de la mortalité a pu être obtenue, et ceci par la conjonction de mesures visant à renforcer la rapidité et l'efficacité aux 3 niveaux concernés dans ces 2 premières heures, la relève du blessé, l'évacuation primaire, la prise en charge dans la première structure chirurgicale. Envisageons à chacun de ces niveaux ce qui ressort de l'expérience d'Irak et d'Afghanistan et les adaptations faites par le service de santé français. La relève des blessés est bien entendu fondamentale. Si elle n'est pas efficace, le blessé n'arrivera pas au chirurgien. Je ne la détaillerai pas ce soir et je rappellerai simplement qu'il ressort actuellement de nouvelles attitudes pour le contrôle des hémorragies externes, telles que l'usage libéral du garrot ou le développement de nouveaux pansements hémostatiques externes. Et surtout, le grand intérêt d'une formation protocolisée de tous les personnels, camarades de combat, auxiliaires sanitaires, infirmiers et médecins, aux techniques de sauvetage et de médicalisation. C'est pour les Américains le principe ou la doctrine du T3C, Tactical Combat Casualty Care. Pour nous, c'est le développement de l'enseignement du sauvetage au combat, SC1 et SC2, mis en place en complément du concept déjà existant de médicalisation de l'avant, lui-même perfectionné par les stages avant projection, dont les stages médicos pour les binômes médecins-infirmiers avant leur départ pour l'Afghanistan. L'évacuation vers la première structure chirurgicale est d'une importance majeure et le point clé en est bien sûr la brièveté des délais. Pour tenir ces délais, 2 éléments sont nécessaires. Des hélicoptères, mais ils ne se suffisent pas eux-mêmes, et des structures chirurgicales suffisamment proches. Quel est le délai souhaitable ? En pratique civile a été définie la classique heure d'or, plus souvent appelée golden hour, délai dans lequel il est crucial qu'un blessé hémorragique soit amené à la première structure chirurgicale. En Irak, la géographie permettait un déploiement sur tout le territoire organisé de telle sorte qu'en théorie, aucun combattant ne pouvait être à plus d'1 heure d'une structure de rôle 2 ou de rôle 3. Mais ce délai d'1 heure, dans un contexte de guerre, peut être parfois une véritable gageure, car la relève et l'évacuation peuvent être très dépendantes des conditions géographiques, climatiques ou tactiques. Il faut admettre qu'il n'est pas toujours possible de tenir ce délai, mais il est important de fixer un but, même s'il ne sera pas toujours atteint. Dans le cadre des opérations de l'OTAN en Afghanistan, le délai affiché est de 2 heures, il est le plus souvent respecté. N'oubliez pas cependant que le plus rapide est toujours le mieux et que pour certains blessés très graves, 2 heures seront trop longues pour permettre la survie. Que faire si le délai prévisible est largement supérieur à ces 2 heures ? Comme ce peut être le cas, par exemple, dans certaines opérations de contre-piraterie à plus de 4 heures de vol de Djibouti ou pour des opérations de force spéciale dans des régions désertiques à longue élongation. Il faut alors soit ne pas réaliser ces opérations dangereuses, soit admettre que certains blessés peuvent succomber en cas d'hémorragie importante non contrôlable par voie externe, soit mettre en place une antenne chirurgicale dont l'empreinte logistique n'est pas toujours compatible avec des impératifs de discrétion et de mobilité. Il peut y avoir une solution intermédiaire et c'est l'objet d'un projet initié par le médecin général Escarment et mené par les médecins en chef Ballandreau et Pudupin sur la possibilité d'apporter près des combats une petite structure chirurgicale très légère, moins d'1 tonne, avec seulement 4 personnels, un chirurgien viscéraliste, un anesthésiste réanimateur et 2 infirmiers, pouvant réaliser 3 à 4 interventions chirurgicales au maximum. C'est le module de chirurgie vitale qui est actuellement en phase de développement et d'expérimentation. La doctrine d'emploi de ce module doit être claire. Se placer un peu plus en avant dans la chaîne d'évacuation pour raccourcir le délai avant le premier geste chirurgical, n'opérer que les blessés instables et à condition qu'ils puissent être évacués immédiatement après ce geste. Car ce module ne dispose pas de moyens nécessaires à la réanimation et la surveillance des blessés. Si les possibilités d'évacuation n'existent pas, ou si le nombre de blessés attendus est important, il ne faut pas utiliser ce module, mais déployer une antenne chirurgicale qui peut prendre en charge un plus grand nombre de blessés pendant quelques jours. Enfin, le 3e niveau où l'on peut agir pendant ces 2 premières heures est la première structure chirurgicale qui reçoit le blessé.
À ce niveau, l'utilisation de la tactique du damage control est très certainement un des principaux facteurs qui a joué dans la diminution de la mortalité. Qu'est-ce que le damage control, dont la traduction littérale serait contrôle des dommages ou contrôle des dégâts? Il s'agit à l'origine d'un terme de la marine des États-Unis désignant les moyens à mettre en œuvre en face de dommages subis par un bâtiment au combat. La prise en charge doit se faire en 3 temps. Un premier temps pour réparer sommairement les avaries les plus graves, c'est-à-dire éteindre les feux et colmater les brèches. Un deuxième temps pendant lequel le bâtiment est maintenu à flot jusqu'à ce qu'il puisse atteindre un port. Un troisième temps une fois au port où sont débutées là où les réparations définitives. Comment cette procédure a-t-elle pu être appliquée en traumatologie? Il a été démontré que les blessés graves hémorragiques, à partir d'un certain délai, même si l'hémorragie a pu être arrêtée, entrent dans un cercle vicieux fait d'hypothermie, d'acidose et de troubles de la coagulation qui se potentialisent les uns les autres et aboutissent inévitablement à la mort. Ceci constitue ce qu'on appelle la triade létale ou triade de Moore. Pour prévenir l'apparition de cette triade létale, une prise en charge en 3 temps des blessés hémorragiques graves de l'abdomen a été conçue dans les traumacentres américains au début des années 90. Ces 3 temps sont un premier temps de chirurgie rapide et partielle, uniquement pour éteindre les feux, c'est-à-dire arrêter l'hémorragie, et colmater les brèches, c'est-à-dire fermer les plaies du tube digestif par simple agrafage, sans chercher à réparer ni à dériver. Un deuxième temps de réanimation, qui correspond au transfert du bâtiment vers le port, pendant lequel on s'attache à corriger tous les désordres, en particulier réchauffer le patient, lutter contre l'acidose et lutter contre les troubles de la coagulation. Enfin, un troisième temps, débuté lorsque le bâtiment est au port, c'est-à-dire lorsque les constantes de base ont été rétablies, généralement 1 à 3 jours après le premier geste. C'est le deuxième temps chirurgical de traitement définitif des lésions, telles que la réparation des plaies du tube digestif ou de la paroi abdominale. Alors, cette tactique en 3 temps a permis d'améliorer la mortalité de ces blessés, qui était de plus de 80% et qui a pu descendre à moins de 50%. Initialement décrite pour les traumatismes de l'abdomen, elle a vu, étant donné son efficacité, son élargissement à tous les traumatisés hémorragiques graves instables. On peut ainsi décrire un damage control orthopédique, consistant en un alignement rapide par fixateur externe ou éventuellement une amputation, un damage control vasculaire par mise en place d'un shunt provisoire, petit tuyau entre les 2 extrémités de l'artère, un damage control neurochirurgical ou thoracique. Quel que soit le type de lésion et de chirurgie, le principe reste toujours le même. Arrêter l'hémorragie, ne pas chercher à tout réparer et replacer au plus vite le patient en réanimation après un geste chirurgical qui, tout compris, ne doit pas excéder 60 à 90 minutes. Alors, cette tactique peut paraître simple, voire simpliste. Pourtant, elle a constitué une véritable révolution dans la philosophie de la prise en charge des polytraumatisés, qui était plutôt auparavant une philosophie du tout en un temps chirurgical. Nous avons le souvenir de patients qui ont bénéficié d'hépatectomie en urgence ou de la réparation successive par ostéosynthèse de toutes leurs fractures lors du premier temps chirurgical. Après de longues heures, ils sortaient vivants du bloc opératoire, l'hémostase était faite, mais ils étaient très hypothermes et beaucoup d'entre eux mouraient en réanimation du développement et des complications de cette triade létale. Cette tactique a été décrite sous plusieurs termes. Réintervention programmée, chirurgie de sauvetage, laparotomie écourtée. Finalement, le terme de damage control, utilisé dans la publication Princeps de Rotondo en 1993, est maintenant totalement consacré par l'usage et devenu international. Notons que le deuxième auteur de l'article, Schwab, est un ancien chirurgien de la marine et très probablement à l'origine du choix de ce terme. L'utilisation de ce terme anglais peut blesser notre fierté française, mais nous pouvons nous consoler en nous souvenant que nous avions donné le mot triage, devenu lui aussi international. Ce damage control, devenu la règle dans les traumacentres des États-Unis, a été introduit en France à partir de la fin des années 90. Peut-il être utilisé en chirurgie de guerre? En 2000, un article d'Eisenman démontrait que c'était impossible, justement parce qu'il s'agit d'une chirurgie de masse et qu'elle s'intègre dans une prise en charge échelonnée sur une longue distance. Le problème principal est en effet le lieu où va se faire le deuxième temps chirurgical. Soit il est fait sur le théâtre, avant l'évacuation des blessés vers la métropole, et il nécessite sur place de grosses structures hospitalières avec de nombreux moyens de réanimation. En cas d'afflux, ils seront inévitablement saturés. Il n'est pas concevable de garder longuement sur le terrain plusieurs patients relevant d'une lourde réanimation. Soit il est fait après évacuation, et cela implique alors d'avoir les possibilités d'évacuer, éventuellement en grand nombre, des patients graves, intubés, ventilés, avec en outre un risque de décès au cours du transport. Et c'est bien l'intérêt majeur de l'expérience américaine en Irak et en Afghanistan d'avoir démontré que cette tactique est possible en chirurgie de guerre. Le premier geste chirurgical est fait au niveau de ces nombreuses structures de rôle 2 ou rôle 3. L'évacuation secondaire de ces blessés graves, intubés et ventilés, parfois simultanément en grand nombre, comme lors de la bataille de Fallujah en 2004, se fait par voie aérienne, par des équipes médicales de l'US Air Force, des Critical Air Transport Team. Ils sont tous évacués vers l'hôpital américain de Landstuhl en Allemagne, où ont lieu les premiers gestes du deuxième temps chirurgical. Ils sont ensuite évacués vers les hôpitaux des États-Unis, où sont poursuivis ces gestes de réparation puis de réhabilitation.
De nombreuses publications, basées sur les données du JTTR, ont démontré l'efficacité du damage control et ont rapporté la survie de blessés extrêmement graves. En outre, comme depuis toujours dans l'histoire de la chirurgie, il y a eu un enrichissement réciproque entre la chirurgie militaire et la chirurgie civile. Les civils ont donné ce concept de damage control surgery, mais les militaires le rendent sous une forme modifiée et améliorée. En effet, les délais d'évacuation potentiellement beaucoup plus longs qu'en pratique civile ont incité à chercher à prévenir très tôt, dès la relève, les éléments de la triade létale pour éviter qu'elle ne soit déjà débutée à l'arrivée dans la structure chirurgicale. Ainsi, la lutte contre l'hypothermie a bénéficié de nouveaux moyens de réchauffement externe ou interne. Plusieurs études se sont attachées à déterminer les solutés de remplissage les plus efficaces, c'est-à-dire ceux qui ne favorisent pas l'acidose et les troubles de coagulation. Et c'est le débat entre cristalloïdes, colloïdes ou autres, pour lequel je ne suis pas compétent. Enfin, les modalités de transfusion sanguine ont été étudiées pour tenter de limiter au maximum ces troubles de coagulation et ont permis de définir des nouveaux protocoles de transfusion massive avec un ratio différent entre culoglobulaire et plasma, protocole utilisé maintenant en traumatologie civile. Ces études ont également démontré l'intérêt et la qualité de la transfusion de sang totale prélevée sur place. L'ensemble de ces éléments contribue avec la chirurgie à la tactique du damage control et a été désigné sous le terme plus large de damage control ressuscitation. Ce concept étant valide en chirurgie de guerre, il était normal que le service de santé français mette en place tout au long de la chaîne de traitement les éléments nécessaires à sa mise en œuvre. Au niveau de la relève, je viens de l'évoquer, et pour certains, cette relève est véritablement le temps zéro du damage control. Au niveau de la première structure chirurgicale, et je vais y revenir, au niveau d'évacuation secondaire, tout en poursuivant la réanimation, et ceci le point le plus spécifique par rapport à la pratique civile. Elle est assurée avec efficacité, soit individuellement à bord des Falcon basés à Villacoublay, soit de manière collective par le système Morphée, qui signifie module de réanimation pour haute élongation d'évacuation, qui permet de transporter conjointement jusqu'à 12 blessés, dont 6 graves intubés et ventilés, dans un avion C-135 spécialement équipé et avec le personnel nécessaire. Rappelons que 6 blessés instables ayant nécessité au même moment la mise en œuvre d'un damage control témoigneraient de combats particulièrement intenses et de lourdes pertes. Enfin, le dernier niveau est celui de l'hôpital d'infrastructure, le rôle 4, où aboutissent ces évacuations. Il est logique que tous les moyens mis en place pour sauver ces blessés graves lui permettent d'arriver dans une structure unique disposant de toutes les spécialités chirurgicales concourant à l'urgence, y compris les brûlés et la neurochirurgie, et d'un plateau technique permettant tous les gestes éventuels d'embolisation ou d'endoprothèse. Revenons sur la première formation où va être réalisé le premier temps chirurgical du damage control. Pour les forces françaises du théâtre afghan, il s'agit de la structure de rôle 3, fonctionnant depuis plus d'1 an sur l'aéroport de Kaboul et souvent désignée sous le terme d'HMC Kaya. Les moyens que j'ai évoqués y sont déployés: scanner, réanimation, produits sanguins, protocole de transfusion du sang total, protocole d'utilisation du sang total. Mais il faut également que les équipes chirurgicales présentes aient été formées à cette tactique. Quels sont les éléments qu'il faut enseigner aux futurs chirurgiens qui sont parmi vous? Au plan de la technique chirurgicale pure, il y a peu de gestes nouveaux ou véritablement spécifiques. Les packings périhépatiques ou pelviens ont déjà été utilisés depuis la Deuxième Guerre mondiale avec des succès variés. L'utilisation de shunts vasculaires a été rapportée au cours de la guerre d'Algérie et ils ont été utilisés ultérieurement en pratique civile. Ces shunts peuvent être fabriqués avec de simples sondes d'aspiration trachéale, mais des shunts vasculaires spécifiques ont été rajoutés récemment à la dotation des formations chirurgicales. De très nombreux fixateurs externes ont été mis en place, en particulier au Tchad, par les chirurgiens français. Il faut simplement insister sur la nécessité de montage simple et rapide, stabilisant le membre sans chercher à obtenir une réduction anatomique. Un élément plus nouveau en chirurgie de guerre est la technique maintenant généralisée pour les blessés graves qui consiste à laisser l'abdomen ouvert, simplement en mettant des compresses abdominales, un film adhésif et un système d'aspiration. Cette technique a plusieurs intérêts. Prévenir une hyperpression abdominale qui est souvent délétère, terminer plus rapidement l'intervention en supprimant le temps de fermeture et faciliter le deuxième temps en évitant d'abîmer la paroi abdominale. L'enseignement n'est donc pas tellement celui de la technique pure que celui de la philosophie générale de cette prise en charge des blessés graves. Il faut que tous les personnels des équipes, chirurgiens, anesthésistes, réanimateurs et infirmiers, soient bien persuadés de la nécessité absolue de la rapidité du geste initial qui ne cherche pas à être complet et qui, je le rappelle, ne doit pas excéder plus de 1 heure à 1h30 avant le transfert en réanimation. Ils doivent aussi connaître les indications du damage control, qui n'est pas systématique. Un patient stable présentant une plaie isolée, par exemple artérielle, devra bénéficier d'un geste complet en un seul temps, pouvant, si nécessaire, durer plusieurs heures. Certaines indications sont identiques à celles de la pratique civile, fondées sur l'état d'instabilité du blessé, avec comme indicateur classique la température, le pH et le nombre d'unités déjà transfusées. Mais il existe aussi des indications plus spécifiques au contexte.
En cas d'afflux de blessés, la tactique du damage control s'accorde très bien avec les règles classiques de la chirurgie de guerre, puisqu'il faut aller vite pour traiter le maximum de blessés. Ainsi, contrairement à la pratique civile, on peut décider un damage control chez un blessé stable en fermant par agrafage des plaies intestinales sans stomie ni réparation, en laissant l'abdomen ouvert pour raccourcir le temps opératoire et pouvoir traiter d'autres patients. La réparation des lésions intestinales pourra être réalisée ultérieurement, après l'afflux ou après l'évacuation. Une autre raison pour laquelle a pu être décidée cette tactique en plusieurs temps serait la limite des capacités du chirurgien. Dans leur compte rendu, les chirurgiens américains, avec une franchise qui caractérise souvent leur retour d'expérience, disent clairement que dans certains cas, le choix d'agrafer les lésions digestives ou de mettre un shunt vasculaire a été fait parce que le chirurgien n'était pas assez expérimenté pour les réparer. Ceci pose clairement la question de la formation et de la qualification des chirurgiens déployés en rôle 2, c'est-à-dire pour nous en antenne chirurgicale. Peut-on envisager qu'ils soient des chirurgiens aux compétences limitées à bourrer des chandes dans l'abdomen, mettre des tuyaux dans les artères, ce qui implique quand même quelques notions d'anatomie, et passer quelques fiches de fixateurs externes dans les os? Ainsi, un article américain récent a suggéré que les chirurgiens des antennes chirurgicales ne soient autorisés à traiter une plaie artérielle que par la mise en place d'un shunt, le temps de réparation vasculaire ne devant se faire que dans une structure de rôle 3 et par un chirurgien vasculaire spécialisé. Et l'on entrevoit bien les incidences médico-légales qui se profilent derrière cette suggestion. Mais ceci implique alors qu'il y a toujours un chirurgien vasculaire sur le théâtre et que les moyens d'évacuation sont toujours suffisants pour amener rapidement le blessé vers ce chirurgien vasculaire. Ceci est peut-être possible pour le service santé américain, mais reste utopique pour tous les autres. Prenons l'exemple d'une antenne chirurgicale basée à Birao, en Centrafrique, comme ce fut le cas jusqu'il y a peu de temps. Les délais d'évacuation y étaient longs. Il n'y avait pas de chirurgien vasculaire avant la France. Si cette antenne recevait un blessé présentant une plaie d'artère fémorale et si les chirurgiens n'étaient pas capables de l'aborder et de la réparer, le blessé risquait de perdre son membre et peut-être sa vie. Un chirurgien militaire français à l'heure actuelle doit donc toujours être capable de réparer une plaie artérielle, mais c'est là aussi un défi à relever par la chaire dans la formation de ces jeunes chirurgiens. Mesdames et messieurs les internes des hôpitaux des armées, je voudrais terminer par 2 observations pour vous convaincre que ce concept du damage control n'est pas un concept uniquement américain ou totalement théorique. La première observation date de quelques semaines. Un caporal des forces spéciales est blessé par balle dans la cuisse et dans le dos en vallée de Kapisa, en Afghanistan. Un hélicoptère participant à l'opération, il est immédiatement extrait et amené à l'HMC Kaboul, en moins d'1 heure. Il bénéficie d'un scanner corps entier, rendu possible par l'efficacité du déchocage, montrant un volumineux hématome sous- et rétropéritonéal, un hémopéritone, un fracas du fémur et de la iliaque. L'intérêt majeur du scanner ici est d'éliminer une lésion du rein et de l'artère fémorale, facilitant grandement la tactique du chirurgien. Les gestes initiaux sont une laparotomie, un agrafage d'une plaie du sécom, un packing péritonéal laissant l'abdomen ouvert, un fixateur externe placé sur le fémur et appuyé sur l'autre crête iliaque. Évacué par Falcon, il est reçu à l'hôpital Percy 24 heures après la blessure. Il est stable, normotherme, sans trouble à la coagulation. Le deuxième temps chirurgical permet d'enlever le packing, de vérifier le sécom et de débuter la fermeture de l'abdomen. Lors des jours suivants, il subira d'autres interventions pour fermer complètement l'abdomen, remplacer le fixateur externe par un enclouage du fémur et réparer par greffe le nerf sciatique qui a été sectionné par la balle. Il va maintenant bénéficier d'une rééducation, puis éventuellement d'un appareillage des séquelles de cette lésion du nerf sciatique. C'est ici l'observation typique d'une prise en charge en plusieurs temps d'un blessé grave. La deuxième observation est celle d'un brigadier-chef du régiment d'artillerie parachutiste dont le véhicule blindé a sauté sur un IED en Afghanistan en février de l'an passé. Le blessé a été projeté hors du véhicule et relevé sous le feu par le médecin d'unité. L'atterrissage de l'hélicoptère est retardé par la persistance de combat. Il faudra plus de 2 heures pour que le blessé atteigne la structure chirurgicale, montrant bien les limites possibles pour tenir les délais d'évacuation souhaitables. Après déchocage, un scanner corps entier rapide montre d'importantes lésions étagées, avec un fracas de la face, une fracture du larynx, une suppuration d'entorse du rachis cervical, un hémothorax bilatéral accompagné d'une rupture sous-adventicielle de l'aorte thoracique, rupture encore contenue par l'adventice et la plèvre, un hémopéritone et un fracas des 2 jambes. Une réanimation lourde a été nécessaire et il a fallu transfuser 10 culoglobulaires et 10 plasmas et récupérer un arrêt cardiaque. La prise en charge chirurgicale initiale rapide a consisté en une immobilisation du cou, un packing buccal, un drainage pleural, une laparotomie avec agrafage d'une plaie du côlon sigmoïde, un packing hépatique, un abdomen laissé ouvert, la mise en place de fixateurs externes d'alignement au niveau des membres inférieurs. L'évacuation de ce blessé se fait par Falcon et le réanimateur qui l'accompagne, outre le souci de maintenir les différentes constantes, a chez ce patient l'impératif majeur d'éviter tout à-coup tensionnel pour prévenir une rupture secondaire totale de l'aorte qui serait inéluctablement fatale dans l'avion. Arrivé à l'hôpital Percy, 36 heures après l'accident initial, le blessé est bien réchauffé, avec de bonnes constantes et aucun trouble de la coagulation.
Les gestes de réparation sont entrepris dès l'arrivée. Il va bénéficier successivement de la mise en place par un chirurgien vasculaire d'une endoprothèse aortique introduite par voie percutanée pour couvrir de l'intérieur la rupture, d'une stabilisation du rachis cervical par un neurochirurgien, du traitement du fracas de la face par un chirurgien maxillofacial, d'une trachéotomie par un ORL, de la reprise de la laparotomie pour enlever les champs et réparer le côlon sigmoïde par un chirurgien viscéraliste et du réalignement des membres par modification d'un fixateur externe par un chirurgien orthopédiste. Cette première série d'interventions sera suivie par un séjour de réanimation d'environ 30 jours, au cours duquel d'autres interventions de réparation ont été nécessaires au niveau des membres et de la face. Les derniers gestes ont eu lieu près d'1 an après la blessure par la réalisation d'une arthrodèse de la cheville et la cure d'une éventration abdominale. Au total, après 18 mois, ce patient a pu reprendre ses activités dans son régiment et n'aura comme séquelles qu'un appareil dentaire et une cheville raide. Cette observation me semble bien résumer ce que je vous ai exposé. Il y a quelques années, ce blessé serait très probablement mort sur le terrain, soit au cours des différentes phases de la prise en charge. Au total, les conflits d'Irak et d'Afghanistan ont amené à améliorer dans beaucoup de domaines la prise en charge du blessé de guerre et ce concept du damage control bénéficie de toutes ces améliorations. C'est un concept véritablement nouveau en chirurgie de guerre car même si la prise en charge en plusieurs temps de certains blessés avait déjà été réalisée de temps à autre, cela n'avait jamais été organisé et protocolisé comme ce l'est maintenant. C'est un concept efficace et j'espère vous en avoir convaincu, ce qui permet de sauver des blessés très graves, ce qui, si on fait une simple analyse comptable, ne représente qu'un petit pourcentage de l'ensemble des blessés. Néanmoins, la démonstration qu'il est possible de sauver de tels blessés a un impact psychologique considérable sur les camarades de combat, les familles et l'ensemble des personnels des forces qui peuvent être déployés en opération. Mais c'est un concept exigeant, car il ne se limite pas aux simples gestes chirurgicaux, mais il implique de manière évidente toutes les composantes du service de santé, depuis la relève jusqu'aux hôpitaux de métropole. Il impose une formation de tous les acteurs et la mise en place de moyens médicaux et logistiques importants. C'est une tactique très coûteuse, comme cela a été bien démontré en pratique civile, et le coût est bien plus considérable en pratique militaire. Si l'on chiffre la prise en charge de ce deuxième blessé, depuis la relève jusqu'aux derniers soins, en passant par l'évacuation aérienne et le coût de la prothèse vasculaire, et si en plus on y intègre les pensions de tous les personnels infirmiers, médecins, chirurgiens et personnels navigants qui ont participé à cette prise en charge, on atteint très certainement des sommes astronomiques, probablement peu ou mal valorisées. Cependant, quelles que soient ces exigences, il paraît nécessaire de s'efforcer, chaque fois que possible, de les satisfaire. Bien sûr, pour répondre à un légitime souci d'obligation de moyens ou aux recommandations du livre blanc de la Défense nationale, mais surtout et tout simplement, je le crois, parce que nous le devons à ceux qui risquent leur vie au service de la France. Je vous remercie.